audience au Palais Rose, le président de la République a reçu ce midi Mohamed Abbas Seïd, un Tchadien qui a renoncé à son expatriation volontaire après une trentaine d'années à l'extérieur. Le Premier ministre Joseph Djimranga Dadnadi a accordé une audience à Ney Futuro Bintancourt, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Brésil au Tchad. Il est venu remettre un pli fermé au chef du gouvernement. Renforcer les mesures de surveillance des frontières dans la zone sahélo-saharienne, c'est le mobile d'une réunion qui a eu lieu à Nouakchott en Mauritanie. Le Tchad était valablement représenté. Vous suivrez le reportage d'un confrère dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et très ravi de vous retrouver pour ce journal. Je le disais en titre, le président de la République, Idriss Déby Itno, a accordé ce midi une audience à Mohamed Abbas Seïd. Ce briscard de la politique tchadienne est rentré au pays après 31 ans d'expatriation volontaire au Nigeria. Nassou Noudjiti. Il y a un temps pour tout dans la vie d'un homme dont le plus important est celui de l'introspection. Après avoir fait sienne cette démarche, Mohamed Abbas Seïd a renoncé à son expatriation volontaire de 31 ans au Nigeria pour regagner le bercail. Ce retour est une réponse à la politique du dialogue prônée par le chef de l'État, invitant ses compatriotes à participer à la construction de la nation tchadienne. Tout en saluant le retour de l'un des derniers patriarches de la lutte politique, le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a demandé aux autres qui hésitent à suivre son exemple. Le dialogue, le pardon et la tolérance sont des valeurs et des vertus que le chef de l'État, Idriss Déby Itno, partage avec ses compatriotes. La porte de la réconciliation est donc grandement ouverte, dira Mohamed Seïd Abba à sa sortie d'audience. Aussi a-t-il appelé ceux qui persistent encore dans la voie illégale à rentrer au pays. Le Premier ministre Joseph Djimranga Dadnadi a reçu également cet après-midi Ney Futuro Bintancourt, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Brésil au Tchad. Il est porteur d'un pli fermé de la présidente du Brésil, Dilma Rousseff, à son homologue tchadien, Idriss Déby Itno. Ramad Dayassan. La voix du Tchad est importante pour le Brésil. C'est ainsi que la présidente du Brésil, Dilma Rousseff, a envoyé son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire au Tchad, Ney Futuro Bintancourt, pour solliciter les soutiens des plus hautes autorités de la République pour la candidature de son pays au poste de directeur général de l'OMC, Organisation mondiale du commerce. Ces deux pays, membres de l'Organisation mondiale du commerce, entretiennent des relations de coopération et d'amitié au plus haut niveau. L'Organisation mondiale du commerce OMC est la seule organisation internationale qui s'occupe des règles régissant le commerce entre les pays à travers le monde. Cette audience a permis au chef du gouvernement et aux diplomates brésiliens d'aborder d'autres sujets ayant trait à la coopération bilatérale. Le Premier ministre Joseph Djimranga Dadnadi a salué l'excellence des relations de coopération solidaire sud-sud qui existent entre le Brésil et le Tchad. Au terme de cette audience, l'envoyé spécial, la présidente du Brésil, Ney Futuro Bintancourt, situe l'objet de sa mission au Tchad. Je viens au Tchad comme émissaire spécial de la présidente Dilma Rousseff, la présidente du Brésil. Nous venons porter une lettre concernant la candidature brésilienne à la direction générale de l'Organisation mondiale du commerce, de l'OMC. Et l'objectif de mon travail, de ma mission, c'est justement d'entamer ces conversations avec le gouvernement du Tchad, d'accord avec le mandat qui m'a été donné par la présidente Dilma Rousseff. À titre de rappel, l'OMC compte 159 pays membres et son siège se trouve à Genève en Suisse. L'envoyé spécial de la présidente du Brésil est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Brésil au Tchad et a pour résidence Yaoundé au Cameroun. Le Premier ministre Joseph Djimranga Dadnadi, en compagnie de quelques membres du gouvernement et de ceux de son cabinet, s'est rendu au domicile du regretté à la Haute-Aïr au quartier Gardoli.
Le Premier ministre, visiblement affligé par la disparition de celui qui fut le premier président de l'Assemblée nationale du Tchad indépendant, a transmis à ses parents et amis ses condoléances et celles du gouvernement. Pour le chef du gouvernement, Alaa Taher est un grand commis de l'État. Il restera à jamais gravé dans la mémoire de nombreux Tchadiens. Une réunion consultative sur la coopération sécuritaire dans la zone sahélo-saharienne s'est tenue à Nouakchott, en République islamique de Mauritanie. Le Tchad a été représenté par le ministre des Affaires étrangères Moussa Faki Mahamat et du conseiller à la défense et à la sécurité du président de la République, Mohamed Ismaël Chaibou. Suivez ce reportage. La rencontre de Nouakchott, la première du genre, vise entre autres objectifs la concertation et les échanges de vues, ainsi que le partage des informations sur la crise malienne et de la zone du Sahel en général. Elle aspire à l'aboutissement d'une vision stratégique unifiant les efforts des États de la sous-région d'une part et de leurs partenaires de la communauté internationale d'autre part sur une stratégie globale jetant les bases d'une stratégie pérenne dans la zone. Dans une allocution à l'occasion de l'ouverture de ces travaux, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, M. Hamadi Ould Hamadi, a indiqué que la Mauritanie était pionnière dans son entreprise de mise en garde du Mali et des autres États contre l'indifférence vis-à-vis des groupes terroristes et des réseaux du crime organisé sur son territoire. Notre pays a pris conscience de manière précoce de la menace réelle que représentent ces groupes, non seulement pour notre propre sécurité nationale, mais également pour la paix et la stabilité de l'État du Mali frère, en plus des périls qu'il représente aussi pour la zone toute entière, a-t-il dit. Il s'est félicité par la suite des excellentes relations de fraternité et de concorde qui lient la Mauritanie et le Mali. Ces liens séculaires tracés par la géographie sur plus de 2300 km de frontières terrestres et codifiés par l'histoire commune à travers le temps. Il a souligné aussi que la Mauritanie ne ménagera aucun effort pour soutenir le Mali frère ainsi que pour l'accompagner dans ses efforts pour assurer sa stabilité et son unité, rappelant à cette occasion l'accueil de la Mauritanie des dizaines de milliers de réfugiés maliens. Quant au chef de la diplomatie malienne, il a remercié les participants à cette rencontre de Nouakchott, qui, avec le soutien de tous et surtout de la Mauritanie, sera le vecteur de la stabilité et de la paix dans toute la zone. Nous venons ici, évidemment, avec beaucoup d'espoir et beaucoup de gratitude. Beaucoup d'espoir parce que les situations que nous vivons au Mali, nous les vivons avec nos voisins, bien entendu. Réunir le Mali et ses voisins autour des questions de sécurité concernant nos pays et au-delà, concernant la bande sahélo-saharienne, est aujourd'hui une démarche nécessaire et surtout salutaire. La conflictualité endémique de cette région, qui prend ses raisons, c'est vrai dans l'histoire, qui prend ses raisons dans la structure même de nos sociétés, qui prend ses raisons dans les conditions démographiques, économiques qui ont été celles de la région sahélienne, nous oblige aujourd'hui à nous mettre ensemble pour chercher des solutions pertinentes et durables à cette conflictualité endémique. Idem pour le représentant du secrétaire général des Nations Unies. Cette réunion se tient à un moment où le règlement de la crise au Mali est à un tournant décisif, marqué par des progrès significatifs dans la libération du nord du pays. Cette réunion se tient également au moment où se profile la transformation de la MISMA en une mission de maintien de la paix sous la bannière de l'ONU, témoignant ainsi de la volonté de tous d'œuvrer à la résolution rapide de la crise malienne et partant à la préservation de la paix dans toute la sous-région.
Une coopération régionale qui adopte une démarche coordonnée de tous les acteurs afin de résoudre cette crise malienne. Cet engagement du chef de l'État et du gouvernement mauritanien, qui est un engagement qualitatif remarquable, ainsi que le niveau de représentation des États et de toutes les organisations concernées, témoignent amplement, si besoin était, de l'intérêt particulier que nous accordons tous à la situation qui prévaut au Mali et de manière plus large à la paix, à la sécurité, à la stabilité de la région sahélo-saharienne et à travers tout le continent. Parmi les solutions proposées, c'est le renforcement de la capacité de la MISMA dans la perspective de sa transformation en mission des Nations Unies, mais pas seulement. C'était le reportage d'un confrère de la télévision mauritanienne, Cheikh Néoul Cheikh. La fête de la francophonie se poursuit ce matin au ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine. Le groupe des ambassadeurs francophones a inauguré la grande foire francophone. Les stands sont richement ornés, témoignant de la diversité de l'espace francophone. Reportage Cory Lombor. Le groupe des ambassadeurs francophones a brillé par sa présence à l'inauguration de la grande foire de la francophonie. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire, Zouian Richelot, initiateur de cette foire, n'a pas manqué de souligner l'importance de cette cérémonie. La francophonie, en tant que communauté de destin, réunissant l'ensemble des pays ayant en partage la langue française, se caractérise surtout par la diversité géographique, culturelle et économique des membres qui la composent. De ce point de vue, la foire francophone en est l'illustration la plus évidente. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, Moussa Mamad Dago, a déclaré que la francophonie est riche et multiple. La francophonie, ce n'est pas seulement la langue. La francophonie, ce n'est pas la politique seulement, ce n'est pas la culture, mais c'est aussi l'économie. La francophonie, c'est aussi le commerce. Et cette grande foire de la francophonie prouve aujourd'hui que l'économie, les entreprises, les hommes d'affaires sont des maillons importants de la chaîne de solidarité francophone. Après la coupure du ruban, commence la visite des différents stands. Les visiteurs de marque ont pris connaissance des manuels scolaires et universitaires, des objets d'art de grande classe et aussi l'art culinaire exposé par les délégations des pays membres de la francophonie. Toujours dans le cadre des activités de cette fête de la francophonie, un match de football a opposé hier le lycée de Gassi à celui de Walia. Le score final, 4-1 en faveur du lycée de Walia. La fête a été belle, très belle. À l'instar des autres pays du monde, le Tchad célèbre demain, 22 mars, la journée mondiale de l'eau. Le thème choisi cette année est Année internationale de la coopération dans le domaine de l'eau. Prélude à cette journée, le ministre de l'hydraulique rurale et urbaine a fait une déclaration. C'était ce matin au cabinet du ministère. Voici un extrait de cette déclaration. L'Assemblée générale des Nations unies a adopté le 22 décembre 1992 la résolution 193 qui déclara le 22 mars de chaque année Journée mondiale de l'eau à compter de l'année 1993. Depuis cette date, notre pays s'associe chaque année à la communauté internationale pour fêter cette journée. L'eau constitue une source essentielle, à tel point que nous sommes très vulnérables à sa pénurie. De ce fait, on s'est rendu compte qu'il faut une gestion durable et concertée de la ressource. C'est pourquoi les institutions nationales, les organisations régionales et internationales doivent coopérer pour la mise en œuvre des différents engagements pris par les chefs d'État et de gouvernement pour un accès équitable à l'eau potable. Notre pays n'a pas perdu de vue
l'importance capitale de l'eau dans le développement socio-économique. C'est pourquoi le gouvernement a mis en priorité dans son programme la satisfaction des besoins en eau de la population et du bétail, et parfaite coopération avec tous les partenaires internationaux. Nul ne peut ignorer ce qui se passe au lac Tchad. Sa survie concerne toute l'Afrique et par conséquent le monde entier. Les différents enjeux posés par la régression excessive du lac Tchad constituent une base primordiale de préoccupation de son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Dans cette perspective de recherche des solutions à la sauvegarde du lac Tchad, il n'a jamais cessé de faire des plaidoyers dans les rencontres régionales et internationales sur l'avenir du lac Tchad, dont la superficie a considérablement diminué ces 40 dernières années. Compte tenu de l'aggravation de la pénurie d'eau et l'accroissement de la variabilité hydrologique, les changements suscités par le développement présentent un défi de taille. Mesdames, Messieurs, du point de vue régional, face à l'augmentation des besoins liés à la forte croissance démographique et urbaine que connaissent notre pays, où la population a plus que doublé au cours des 20 dernières années, la maîtrise de l'eau et l'énergie sont fondamentales. Une meilleure valorisation des ressources en eau doit permettre d'assurer la sécurité alimentaire en compensant l'inégalité climatique accentuée par les changements globaux. Cependant, afin de se développer, les régions pauvres du monde, en particulier celles d'Afrique, doivent coopérer et investir dans les infrastructures de l'eau et la gestion durable des terres. Le réseau des associations pour la promotion d'eau et d'assainissement au Tchad, REAT, a lancé ce matin ses activités et son site web. Plusieurs personnalités étaient conviées. Estelle Abdelkader. L'accès à l'eau potable préoccupe la société civile. C'est dans cette optique que le réseau des associations d'eau et d'assainissement au Tchad œuvre pour l'accessibilité à l'eau potable. Cependant, diverses activités sont menées. Le site qui vient d'être présenté montre un peu vraiment l'engagement que nous voulons pour que les questions d'eau et d'assainissement soient discutées, débattues et connues de tout le monde. Aujourd'hui, beaucoup de gens ignorent les taux d'accès, les problèmes que nous avons, même si on en parle. Donc nous pensons que la mise en place de ce réseau permettra de mettre dans la ligne toutes les initiatives communautaires, parce que la société civile contribue aussi à sa manière. Donc il faudrait que donc, ce réseau, ce portail puisse servir d'échange, de mise en commun des expériences dans les différentes régions et donc de pouvoir aussi mieux communiquer sur les textes qui régissent les secteurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de textes qui existent, le code de l'eau, le schéma directeur de l'eau, d'autres documents de politique, les textes concernant les associations d'usagers d'eau. C'est l'occasion pour nous de les mettre sur le site pour permettre donc, à tous les acteurs de pouvoir communiquer aussi, accéder à la bonne information. Le ministère de l'hydraulique urbaine et rurale salue l'engagement des associations. Cette initiative traduit la prise de conscience des populations et de leur rôle dans la gestion de la chose publique, et je vous assure du soutien de son Excellence, M. le ministre de l'hydraulique rurale et urbaine, pour une meilleure participation de la population pour la réalisation de vos objectifs. Créé en février 2010, le réseau des associations pour la promotion d'eau et d'assainissement regroupe une dizaine d'associations. C'est un cadre de réflexion et d'action des problèmes de gestion et d'accessibilité à l'eau potable. Le Programme national de sécurité alimentaire a effectué une mission d'identification et de contrôle des activités maraîchères à Bahaï. La délégation a aussi évalué les travaux dans les zones appuyées par le PNSA. C'est en pleine récolte que la délégation du Programme national de sécurité alimentaire a rencontré les maraîchers et les bergers du bassin des Cariari. Le message du chef de l'État concernant le développement du monde rural pour atteindre l'autosuffisance alimentaire est bien compris dans cette localité.
Les employés de Chad-Fadine n'attendent pas les moyens modernes pour traduire dans les faits leur volonté de repousser hors du Tchad la famine et la pauvreté. Ils aménagent leur surface cultivable à l'aide des moyens rudimentaires. Autre exemple dans le bassin de Kariari, Mamadigo Nouren, un berger maraîcher qui a fait ses premiers pas dans cette culture de contre-saison, est aujourd'hui un homme comblé. Pour l'année 2012, ces récoltes lui ont apporté une belle somme grâce à l'appui du Programme national de sécurité alimentaire et d'autres partenaires. À Bahaï, la femme joue un rôle très important dans le développement socio-économique du pays. Cette frange, considérée comme une couche vulnérable, s'est organisée pour traduire dans les faits la politique de l'autosuffisance alimentaire prônée par les hautes autorités, malgré les conditions d'accessibilité en eau difficiles. Par le biais de Tatia, elles appellent au secours les organisations de bonne volonté. Ce même message a été relié par Timon Déby à l'endroit du gouvernement et des ONG pour le développement des activités maraîchères dans cette localité. Car, selon lui, l'agriculture demeure la principale source de ravitaillement de la population. Il y a la volonté, mais il y a beaucoup de difficultés. Comme vous avez vu, à Bahaï, les femmes apportaient de l'eau dans des fûts pour arroser leur culture. C'est pénible, mais quand même, il arrive à produire le temps froid. Après le temps froid, il arrive à produire en petite quantité. Donc, le programme national aujourd'hui, notre but est de définir les besoins et évaluer leurs difficultés pour qu'on peut arriver à résoudre certains problèmes. Pour le Programme national de sécurité alimentaire, cette descente dans les zones marécageuses bénéficiaires des soutiens de PNSA permet de s'assurer de l'effectivité des travaux, de la détermination des producteurs et recueillir leurs doléances. Un véhicule transportant des candidats à l'immigration vers la Libye a connu un accident à quelques kilomètres de Faya. Averti de la situation, le gouverneur par intérim de la région du Borkou, accompagnant du commandant de légion, est descendu sur le terrain. Selon les autorités, il y aurait des blessés graves actuellement admis à l'hôpital. Les clandestins seraient de plusieurs nationalités, des Maliens, des Guinéens, des Ivoiriens, des Sénégalais et des Tchadiens. La page africaine de ce journal, la présence des militaires tchadiens au Mali, est au centre d'une rencontre entre le ministre des Affaires étrangères tchadien et son homologue français. À l'issue des échanges, Moussa Faki Mahamat a réaffirmé que les soldats tchadiens iront au bout de leur mission. Bernard Aparis, AITV. Sur le terrain malien, les forces tchadiennes ont été les premières à s'engager aux côtés des militaires français pour mettre un terme à la menace terroriste. De passage à Paris, le ministre tchadien des Affaires étrangères qui a rencontré son homologue français confirme qu'il reste encore du travail. L'opération conjointe armée tchadienne-armée française a fait un travail important dans les IFORAS. Elle est en train de faire du ratissage. Je crois que plus de 70% du travail est fait. Mais il ne faut pas aller trop vite en besogne parce que nous avons un adversaire particulier sur un théâtre particulier, et donc il faut être prudent. Dans ce massif, à l'extrême nord-est du Mali, le ratissage est systématique dans un environnement difficile et contre des adversaires prêts à tout. Le danger ici se cache dans ces rocailles d'où il faut extirper chaque djihadiste. Des combats durs qui ont déjà coûté la vie à une trentaine de militaires tchadiens. Les Tchadiens sont fiers des faits d'armes de leur armée. Il y a une totale unanimité sur l'envoi de ces forces au Mali. Et donc l'opinion tchadienne, malgré les pertes, est consciente que ces hommes ne sont pas perdus pour rien. Pour les autorités tchadiennes, la menace djihadiste dans un cadre régional particulièrement instable est réelle. Un constat que le chef de l'État a rappelé à la télévision nationale. La menace djihadiste existe ici au Tchad. Existe avant que nous envoyions nos forces au Mali. Les cellules dormantes des djihadistes existent bel et bien avant notre engagement au Mali, au Tchad, et existent aussi ailleurs. Alors que le retrait des troupes françaises devrait commencer fin avril, les Tchadiens appellent, eux, à un déploiement rapide et total des autres forces africaines prévues dans le cadre de la mission de stabilisation mandatée par l'ONU. D'ici là, il faut tenir le terrain.
2 mois après les accords signés entre les rebelles de Seleka et le président centrafricain Bozizé, les rebelles menacent de reprendre les armes. Des précisions avec Gervais Nitu. Bamako, la colère ne retombe pas. Après 9 jours de garde à vue, le directeur de publication du quotidien Le Républicain, Boukari Daou, a été inculpé et incarcéré lundi. Un choc pour ses confrères, même si l'inculpation est saluée comme un retour à un cadre judiciaire légal. Aujourd'hui, il y a un contexte judiciaire normal, c'est une bonne chose. Et pour nous, c'est essentiel, c'est que nous soyons jugés selon les textes qui sont en vigueur dans notre pays. Le monsieur n'a pas été arrêté parce que moi j'ai un salaire. D'ailleurs, c'est donné par l'État malien. Votre confrère, je ne suis ni de près ni de loin impliqué. C'est pour avoir publié une lettre de soldat mettant en cause l'ex-président putschiste, son salaire, son statut, que Boukari Daou est poursuivi. Pour son défenseur, les motifs d'inculpation, incitation à la désobéissance et publication de fausses nouvelles sont autant de négations de la liberté de presse et la détention provisoire disproportionnée. Sa détention n'était pas nécessaire à la manifestation de la vérité et il a de sérieuses garanties de représentation. D'où il suit que sa mise en détention préventive n'était pas du tout opportune à mon avis. Au siège du Républicain, la rédaction se dit consternée que la justice et ou le pouvoir s'acharnent contre un journaliste quand la situation politique et militaire du pays mériterait toute l'attention des autorités. La rédaction a encaissé un coup parce que personne ne s'attendait à ce qu'il soit déféré de la sorte pour un procès qui est prévu le 16 avril 2013. Donc pratiquement, il fera 1 mois en prison avant la date de son jugement. L'opération presse morte, décrétée après l'arrestation de Boukari Daou, a été levée. Les journalistes ont repris le travail. Néanmoins, ils poursuivent jusqu'à nouvel ordre le boycott des activités du pouvoir, manière de maintenir la pression jusqu'au procès. C'était plutôt un reportage sur l'inculpation de Boukari Daou, le directeur de publication du journal Le Républicain. Retour sur l'élément signalé, je le disais, 2 mois après les accords signés entre les rebelles de Seleka et le président centrafricain Bozizé, les rebelles menacent de reprendre les armes. Gervais Nitu. Menace de nouveaux combats en Centrafrique. La rébellion Seleka annonce la reprise des armes. Les rebelles accusent le pouvoir de ne pas respecter les accords de paix signés le 11 janvier à Libreville. Cette brusque dégradation de la situation à RCA interpelle la communauté économique des États de l'Afrique centrale, présidée par le chef de l'État tchadien. Le président Déby est prêt et dès que les autres sont disponibles, en tout cas lui, il est disponible, même maintenant, pour se rendre à Bangui, rencontrer les partis, rencontrer le président Bozizé, le chef du gouvernement, la Seleka, pour les inciter à aller de l'avant. Mercredi, le président centrafricain Bozizé avait pris 2 décrets permettant de libérer les prisonniers politiques et de lever le couvre-feu en vigueur dans le pays. La rébellion Seleka juge ces mesures insuffisantes. Nouvelle mission de Christopher Ross en Afrique du Nord. L'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU est à Rabat au Maroc. C'est la première étape d'une tournée qui s'achève le 3 avril. L'objectif, préparer une reprise possible des discussions directes entre le gouvernement marocain et les indépendantistes du Front Polisario soutenus par l'Algérie. Après Rabat, Christopher Ross prévoit de se rendre à Alger et à Nouakchott en Mauritanie. Le Front populaire ivoirien accentue la pression sur le gouvernement. Au cours d'une conférence de presse donnée ce jeudi à Abidjan, le FPI pose des conditions à sa participation aux élections régionales et municipales prévues dans 1 mois. Le parti réclame notamment la libération d'anciens barons du régime de Laurent Gbagbo et la révision de la composition de la commission électorale indépendante. Pour le moment, pas de réaction de la part des autorités ivoiriennes. Voilà, c'est avec cette page africaine que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi.